Octave, mon chéri, faites un effort. Je vous le demande dans votre intérêt. Non, maman, je ne peux pas. Je ne vois même plus mon tricot. Et puis j'en ai assez. Si encore je mangeais à ma faim, il y a des moments où la tête me tourne. Pas une fois, je ne regrettais d'avoir épousé Hector. Non, maman, ne vous reprenez pas. Vous aviez raison tout à l'heure. Il est trop tard pour vous. Et trop tard pour moi, puisque j'ai eu le malheur de naître. Et de naître vicomte de Clérambard. Si je n'étais pas le rejeton d'une aussi illustre famille, j'aurais pu, au lieu de mener une vie de paria dans cette demeure historique, manger à ma faim, aller au café, au cinéma, sortir. Oh, être commis de magasin. Oh, valet de chambre. oh, être employé du gaz. oh. Je viens de tuer un chat. Je l'ai mis à la cuisine, on le mangera demain à midi. Oh, ce sera le 3e que vous nous aurez fait manger cette semaine. Vous pourriez trouver autre chose pour soutenir votre personnel. Vous êtes bien difficile, ma belle-mère. Pourtant, monsieur Deléré, votre époux tant regretté, ne vous a pas habitué à une trop bonne chair. La preuve en est qu'il m'a fallu épouser votre fille sans dot. Oui, sans dot. Sans un sou, sans même un trousseau ou une paire de draps. Au moins n'avait-elle pas de dette. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez l'air de sous-entendre? Allons parler! Hector, nous sommes pauvres, c'est entendu. Et pauvre n'est pas assez dire. Mais nous ne sommes tout de même pas réduits à manger du chat. Vous êtes idiote, ma pauvre femme. Comme toujours. Et pourquoi ne pas manger du chat? En 1457, mon aïeul, Onufre de Clérambard, assiégé dans la place de Blémont à manger du rat et du hibou. Ce n'est pas en rêvant qu'on travaille. Mon Dieu, il se trouve mal. Octave. Octave, mon chéri. Restez à vos places. Restez à vos places, vous m'avez compris? Quant à Octave, je fais le nécessaire. Ça va mieux? Allons au travail. Oh Hector, vous n'allez pas l'obliger à travailler maintenant. Laissez-le se reposer. Je sais mieux que vous comment on doit s'y prendre avec lui. Octave est une nature indolente, il a besoin d'être secoué. Brute. C'est révoltant. Vous êtes une brute. Non, cet enfant est surmené, il tient à peine debout. Il est épuisé. Épuisé, écœuré surtout. Comment ne le serait-il pas? À 22 ans, le pauvre petit n'a guère à se féliciter de sa condition. Monsieur le comte! Bonjour, vous restez longtemps? Oh, je m'excuse. Asseyez-vous, monsieur le curé. Restez si vous voulez, mais n'empêchez pas les gens de travailler. Asseyez-vous, monsieur le curé. Nous ne sommes pas ici pour entendre des exhortations ni des oremousses. Asseyez-vous, monsieur le curé. Si peu qu'il nous soit payé. Notre temps nous est précieux. Asseyez-vous, monsieur le curé. Merci, encore une fois, je vous demande pardon. Oh, je vous en prie. C'est très aimable à vous de passer nous voir. Je suis venu vous entretenir d'un projet. Puisque monsieur le comte est sorti, je vais être plus à l'aise pour vous exposer la chose. Vous connaissez Maître Galuchon, l'avoué de la rue Fantin? Oui, mon mari a eu affaire à lui. Maître Galuchon a 3 filles. Madame Galuchon était une demoiselle Cudenot, de l'épicerie en gros Cudenot. Et c'est tout dire. Ce sont donc des gens fortunés, excellents catholiques, aussi moralité irréprochable. Reste évidemment qu'ils sont d'origine modeste. Le grand-père, je vous l'ai dit, était maquignon. Reste aussi que la jeune fille en question, bien qu'elle ne soit pas vraiment laide, est assez loin d'être jolie. Et pour la consoler de sa disgrâce, les parents veulent en faire une vicomtesse. C'est une jeune fille très bien élevée, grosse dot, et des espérances du côté de son oncle le quincaillier. En outre, Maître Galuchon laisse entendre qu'il aiderait monsieur le comte à libérer l'hôtel de Clérambard de toute hypothèque. Octave, qu'en penses-tu? Parle franchement. Mariez-moi, grand-mère. Mariez-moi tout de suite, je veux m'en aller. Que ma femme soit chauve, qu'elle soit borgne, édentée. Elle sera toujours pour moi la plus belle et la plus adorable des femmes si elle a pu m'arracher à mon existence de damné. Oh, je suis prêt à l'aimer de toutes mes forces, mais qu'il se fasse vite ce mariage et qu'on en arrête la date sans en perdre une minute. Car je suis à bout de patience et de résistance. Mariez-moi, grand-mère, mariez-moi tout de suite. Le salaud! Je l'ai poursuivi jusqu'au grenier, ses aboiements le laissent entendre sur la place. Ah, mais vous parlez peut-être de mon chien. Je l'avais laissé en bas au rez-de-chaussée pour ne pas vous encombrer. Est-ce que par hasard... Il est mort. Oh, oh, par exemple. Pauvre papillon. Mais comment la chose a-t-elle pu arriver? Je l'ai étranglé. Oh, Avec une corde. Monsieur le comte, vous n'aviez pas le droit.
Vous saviez que ce chien était à moi, et même si vous l'aviez ignoré, rien ne vous autorisait à le tuer. Je vous répète que vous n'aviez pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. Je suis chez moi, n'est-ce pas, et libre de faire ce que bon me semble à l'égard d'un intrus. Surtout s'il s'agit d'une sale bête qui montre les dents. Mais si vous voulez tout savoir, je vous dirais que je l'ai tué pour mon plaisir. Oh! Ah, pour mon plaisir. Et comme il est bien gras, je m'en vais le mettre au saloir. Je vous l'interdis. Sa dépouille m'appartient. Eh bien, emportez-le. Je suis saint François d'Assise. Je vous laisse ce livre qui vous parlera de ma vie. Quand vous l'aurez lu, pensez-y quelquefois. Et pensez surtout à vivre mieux que vous ne l'avez fait jusqu'ici. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez vu ce moine? Quel moine? Un moine vêtu d'un grand manteau. Non, il passait sur la place. Mais non, il était... Vraiment, vous n'avez pas vu un moine? Vous avez rêvé. Mais non, je l'ai vu, je suis sûr de l'avoir vu. Papillon! C'est lui, c'est mon chien, il est vivant! Ah, monsieur le comte, vous avez voulu me faire peur! Moi? Oui, mon chien, oui, ma bonne bête, c'est moi! Mais ce moine, vous l'avez bien vu, il avait un livre à la main. Quel moine? Je n'ai pas vu de moine. Pourquoi me parlez-vous toujours de ce moine? Un moine vêtu d'un grand manteau. Mais oh, aurais-je pu voir un moine? Enfin, ce livre n'est pas venu ici tout seul, vous le voyez, ce livre, au moins. Bien sûr. Tiens, vous achetez des livres maintenant? Moi? Quelle supposition, vous pensez bien que je ne gâche pas de l'argent à acheter des livres? En 1182 naissait à Assise celui qui devait être saint François. Fauvette! Mésange! Loriot! Merle! Rossignol! Coucou! Douze oiseaux, mes frères! Quand je serai dans les villes, j'inviterai les hommes à venir vous voir dans vos bois. Je leur dirai qu'il ne suffit pas d'aimer son semblable, et qu'il leur reste à aimer d'autres êtres si beaux et si bons qu'ils ont des voix de paradis et des ailes comme les anges de Dieu. Mon frère loup, tu n'as mérité aucune des malédictions qui t'accablent. Écoute le chant des oiseaux. C'est le tien? Tes hurlements? C'est ainsi que Dieu les perçoit. Écoute. Maman, là, une araignée! Oh! Elle est énorme! Je vais la tuer! Laissez cette petite bête tranquille! Oh, je vous promets bien qu'elle m'échappera pas! Laissez cette petite bête tranquille, vous dis-je! Qu'est-ce qui vous prend? Je vais pas la laisser courir sur le parquet tout de même! Une araignée! Eh bien oui, c'est une araignée, et après, est-ce que toutes les bêtes du bon Dieu n'ont pas le droit de vivre et de respirer? Je ne vois pas pourquoi vous écraseriez une araignée qui ne vous a rien fait, si encore c'était pour la manger. Je comprendrais. Il y a quelquefois des nécessités qui nous... Des nécessités qui nous dépassent. Mais ce n'est pas le cas, alors. Alors? Il me semble que la maison est suffisamment délabrée. Je veux au moins qu'elle soit propre. Tenez-la propre et laissez les araignées en paix. Comme si c'était possible. Comme si une maison pouvait être propre avec des araignées qui courent sur les meubles. Ameville. Comment? Ameville. Hector, comment pouvez-vous me traiter ainsi? Moi, votre femme, et en présence d'Octave. Araignée, ma sœur, sois la bienvenue chez nous. Hier encore, je n'étais qu'un pauvre ignorant et j'aurais laissé ma femme t'écraser. Désormais, tu seras la joie de la maison et notre amitié en sera la douceur. Ah! La voilà qui court sur le mur, l'horreur! Va, petite sœur, va, tu es chez toi. Libre d'aller et venir à ta volonté. Ici, tu n'as pas besoin de vivre caché. Bon, ce serait pourtant prudent. Ta vie m'est aussi précieuse que celle de ma femme. Oh, je vous remercie, Hector. Voilà un compliment agréable à entendre. Et je voudrais bien savoir pourquoi vous témoignez tout d'un coup tant de sympathie aux araignées. Hier encore, vous avez tué un pauvre chat qui ne demandait qu'à vivre. Et ce chien, qu'il y a 8 jours, vous avez jeté à l'eau après l'avoir égorgé sous les yeux d'Octave. Que vous avait-il fait? Je sais bien que vos instincts de chasseurs cherchent à s'assouvir comme ils le peuvent. Mais puisque vous tuez si allègrement les chiens et les chats, il est juste que vous me passiez les araignées. Louise, j'attendais vos reproches. Il est vrai que je suis une brute. Un tortionnaire. Bonjour, monsieur dame. Madame, à qui ai-je l'honneur? On m'appelle la langouste, parce que j'ai des taches de rousseur sur le ventre. Mon nom, c'est Léonie Vincent. Puis le commissaire de police, il dit la fille Vincent. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai acheté un pull au vert.
Oh, quel vacarme! Oh, excusez-moi, madame la comtesse, je suis confuse. Vous allez me demander ce que je fais avec une cuvette? Non, on ne vous demande rien. Figurez-vous, madame la comtesse, qu'il m'est arrivé un ennui. Ma cuvette était donc par terre. C'est un détail, mais vous allez voir. Cet après-midi, j'avais chez moi un militaire. Un jeune homme de bonne famille. Vous savez, distingué, l'éducation, une belle nature de soldat. Ben voilà qu'en remettant sa culotte, il trébuche, il peut rentrer dans ma cuvette. Oh, je vous en prie, nous en savons suffisamment. Et tout ça pour vous expliquer qu'il m'a fallu racheter une cuvette. Pour une femme élégante, c'est indispensable, n'est-ce pas? Aussi bien pour laver sa figure, ses pieds, son entresol, que pour faire tremper son linge sale et ses épinards. Hector! Quoi? C'est insupportable, nous ne sommes plus chez nous. Choisissez. Celui-là me plairait. Des fois, pour me faire rire, je me mets à chanter. Anatole, tol, Anatole, tol, montre tes pistoles, tol. Je sais, folle, ta petite nana, Anatole, tol. Elle est drôle, hein? Nous ne sommes pas au cabaret. Hector, servez cette personne et finissons-en. Faites votre prix. Non. C'est vrai? Ah, vous alors? Vous me plaisez, je vous le dis. Ça fait du bien de penser qu'en France, il y a encore du monde qui sait vivre. Hector! C'est-à-dire... Hector! Vous n'allez tout de même pas permettre à n'importe qui d'emporter notre travail pour une somme dérisoire. Faites votre prix. C'est stupide. Bon, 35 francs. Ça irait? Oui. Non, c'est pas assez. Qu'est-ce que vous diriez de 40 francs? Oui. Tenez, je vais jusqu'à 42, plus je pourrais pas. Oui. Excusez, j'ai oublié ma cuvette. Oh! Salut. Et encore merci, hein. Ah! Mon Dieu! Un homme! Tout contre moi. Mais c'est affreux. Si mon fiancé la prenait, et mes parents, et mes amis, et mes domestiques. J'espère que vous êtes un galant homme, que vous saurez vous taire. Je vous demande pardon. Adieu, mignon. La langouste. Oui. C'était la langouste. Oui. Là, sur le seuil. Elle m'a parlé. Tout près de moi, elle me regardait, c'était la langouste. Oui. Elle était contre moi. J'ai senti sa cuisse. J'ai senti sa poitrine. Sa poitrine! Allons, c'est bon, calmez-vous. Me calmer, mais comment voulez-vous que je me calme? Ah, si vous saviez! Eh bien? Il y a 10 ans que je pense à cette fille! Que je rêve d'aller chez elle, d'être à elle! J'étais encore un enfant, j'avais 13 ans, 12 ans! Je la rencontrais, je connaissais sa maison dans la ruelle aux brebis. Je passais, je repassais, je respirais l'odeur de son couloir. Le soir, je n'arrivais pas à m'endormir, j'avais la fièvre! J'imaginais... Le diable sait ce que j'imaginais! Voilà donc cette jeune fille que j'ai tant désiré connaître. Vous êtes trop bonne. Je vous présente Evelyne, mon aînée. Oh! Charmée, mademoiselle. Elle est exquise. Je vous présente mes hommages, madame! Bonjour, maître. Madame! Asseyons-nous. Vous voudrez bien excuser mon mari, ses affaires l'ont appelé en ville. Ah, hélas, pour les hommes actifs, les journées ne sont plus assez longues. Il faut prendre sur ces dimanches. Moi-même, j'ai à 5 heures un rendez-vous qui va m'obliger à partir avant ma femme. C'est pourquoi, si vous le permettez, nous aborderons sans trop tarder l'affaire qui nous amène. Volontiers. Octave, conduisez donc cette jeune fille en bas voir la salle du duel. Evelyne apportera en dot à votre fils un très joli domaine qui serait pour nos jeunes mariés une agréable résidence. Notez qu'ils vivraient tous les deux fort convenablement du revenu de cette propriété. En outre, une somme de 100 000 francs compléterait la dot. 100 000 francs. En outre, une somme de 100 000 francs compléterait la dot. 100 000 francs. Voyons juste quelles sont vos prétentions. Je ne vois pas qu'à moins de 1 million, Octave puisse décemment faire de votre fille une vicomtesse de Clérambart. C'est aussi mon opinion. 1 million. Grand Dieu, 1 million.
Savez-vous bien ce que c'est qu'un million? Pensez-vous qu'il n'y ait rien au monde qui vaille d'être payé si cher? Madame, vous aviez raison. Il n'y a pas d'accord possible entre nous. Ne nous décourageons pas si vite, Eugène. La comtesse n'aura pas dit son dernier mot. J'aurais souhaité passer sous silence certains aspects de la question, mais puisque vous m'y obligez, je vous rappellerai que ce mariage ne se présente pas comme la conclusion d'une idylle. Vous imaginez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'héritier d'un grand nom et d'une illustre lignée se prépare à cousiner avec des maquignons et des épiciers, si honorables soient-ils. À dire vrai, ces considérations de naissance n'ont pas dans notre milieu l'importance que vous leur accordez dans le vôtre. Pour nous, un titre de vicomte n'est guère autre chose qu'un ornement. Dans ces conditions, il est décidément nécessaire que nous arrêtions là. Mon mari s'est laissé aller à sa vivacité et ses paroles ont sûrement trahi sa pensée. N'est-ce pas, Eugène? N'est-ce pas, Eugène? C'est vrai. J'ai été trop vif. Et je ne songe pas à nier que l'aristocratie de la naissance m'est toujours inspiré des sentiments d'estime. Mais 1 million, madame, 1 million. Allons, soit. Il faut en passer par où vous voulez. Mais c'est dur. Oh, voilà nos enfants. Eh bien, vous avez vu la salle historique? Oui, madame. C'est vraiment très très intéressant. Monsieur Octave m'a montré la grande porte et l'endroit où l'épée du comte de Clérambert est entrée dans le bois. C'est émouvant. Evelyne est une enfant très sensible. Octave l'est aussi. À ce temps-là, il n'y allait pas de main morte. Il devait y avoir par là-dessous quelques affaires de jupons. Eugène, voyons. Evelyne s'est toujours beaucoup intéressée à la poésie. J'adore la poésie. Je ne vis que pour la poésie. Vous savez qu'elle écrit des vers délicieux, absolument délicieux. Oh, maman! Tenez, elle a composé dernièrement 3 poèmes que monsieur le chanoine Logier a trouvé très bons. Il est pourtant difficile. Je vous félicite, mademoiselle, et j'espère être admise à entendre des vers aussi excellents. Pour ma part, je suis impatiente. Moi aussi. Evelyne, tu vas réciter ton dernier poème. Maman, j'ai peur d'ennuyer. Votre modestie est de bon augure. Alors, ne te fais pas prier davantage, hein? Je vais réciter. Premier beau jour. Le printemps succède à l'hiver. Voici fleurir la primevère et la modeste violette qui embaume les bois en fête. Déjà, les champs ont reverdi et les prés partout refleuris. Naguère endormie, la nature revêt sa plus riche parure. L'aubépine! Où est votre sœur l'araignée? Voyons, Hector, vous n'allez pas en ce moment? Où est votre sœur l'araignée? Mais je ne sais pas, moi, elle doit être derrière le cadre. Vous avez perdu quelque chose? Non, ce n'est rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas derrière le cadre. Il faut qu'elle se soit cachée quelque part. Peut-être sous un meuble. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Non, votre sœur n'est pas sous un meuble. Où est votre sœur? Que voulez-vous que je vous dise? Je n'étais pas chargée de la surveiller. Quelle sœur? On me cache quelque chose. Elle se sera tout bonnement échappée de la pièce. Non, elle ne s'est pas échappée. Vous le savez bien tous les deux puisque vous l'avez tuée. Lâchement. Sauvagement. Après lui avoir arraché les membres. Je vous en prie, Hector, à vous entendre, on croirait vraiment que nous sommes des meurtriers. Oui, vous êtes des meurtriers et des tortionnaires. Toute cette histoire est grotesque. Non, elle est ignoble. Elle est révoltante. Mais j'entends qu'une pareille abomination ne se renouvelle pas dans ma maison et j'exige qu'avant 15 jours, il y ait au moins 3 toiles d'araignée dans chaque pièce. Assassiner une créature innocente qui venait chercher asile sous notre toit de monstres. Voilà ce que vous êtes. Pourquoi accusez-vous aussi Octave? C'est moi qui tue l'araignée. Mais lui n'y est pour rien. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Octave? En effet. Je n'y suis pour rien. Ah, tant mieux, mon garçon, vous m'ôtez un poil sur le cœur. L'idée que vous aviez pu assassiner cette petite bête me tourmentait beaucoup. Je vous trouvais tellement indigne d'épouser celle que vous aimez que j'avais presque renoncé à ce projet. Mais puisque vous êtes innocent, je vais pouvoir demander sa main. Tenez, je veux me réjouir de voir entrer dans notre famille une épouse aussi admirable. Ah, les voisins nous diront comment vous mariez votre fils à cette putain. Oh!
Monsieur! Vous n'avez pas le droit de parler ainsi de ma fille! Vous n'avez donc pas mis ces personnes au courant? Mais comment voulez-vous? Madame et vous, monsieur, pardonnez-moi. Vous avez pu croire que je parlais de cette jeune demoiselle? Mais c'est un malentendu. J'ai pour Octave de grandes ambitions et j'ai visé pour lui plus haut que votre fille. Ça, par exemple! Nous faire cet affront! Encore une fois, je vous demande pardon. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai décidé qu'Octave épouserait la langouste. Vous, avec tout votre honneur et toute votre dignité, je vous vois comme un abcès. Un énorme abcès qui se cache sous des parchemins et des couronnes de comtesse, mais qui éclatera un jour. Et ce jour-là, jour de colère, il éclatera dans un gargouillement de pourriture lâchée. Et les anges du ciel se boucheront le nez pour ne pas sentir votre puanteur. Taisez-vous! C'est abominable! Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi! Octave, défendez-moi! Défendez votre mère! Papa, vous ne pensez pas à ce que vous dites? Vous aussi, Octave, vous êtes un abcès. Mais vous aurez peut-être la chance d'avoir la plus humble des épouses et de partager sa honte au regard de Dieu. Les gens vous montreront du doigt en ricanant, mon garçon. Ils diront que vous avez épousé une putain de la rouelle au brebis. On vous insultera! Et je compte bien qu'on nous insultera aussi. Vous avez l'air de vous en réjouir. L'humilité est l'antichambre de toutes les perfections, et c'est justement ce trésor-là, Octave, que la langouste vous apportera en dot.